Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Topo RH. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour les entreprises, un pilier de toute collaboration pérenne, la motivation et l'engagement des collaborateurs. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Marc-Henri Bernard, dont le parcours de DRH aguerri nous permettra d'échanger autour d'expériences enrichissantes et d'anecdotes sur cette thématique. Vous écoutez Topo RH, le podcast qui décrypte les décisions RH pour élever le potentiel humain dans les entreprises. Je suis Namia Benmanso-Herpin, consultante et coach. J'accompagne les entreprises dans le développement de leurs talents. Dans ce podcast proposé par Cégide, j'aurai le plaisir de recevoir dans chaque épisode un acteur de la population RH pour décrypter une de ses actions phares et échanger sur les thématiques clés du secteur. Marc-Henri Bernard, bonjour. Bonjour Namia. Vos expériences et expérimentations concrètes sur ce sujet, nous l'imaginons bien, ne manquent pas. Laquelle avez-vous choisi de décrypter avec nous aujourd'hui ? Écoutez, je partagerai avec plaisir la mise en place du télétravail chez Rémy Cointreau, alors qui date de 2016 et qui est issue d'une enquête d'engagement au cours de laquelle nos collaborateurs avaient émis le souhait de faire du télétravail pour des problèmes de transport, de fatigue et autres. Et donc à l'époque, on avait décidé de mettre en place une journée de télétravail par semaine fixe, en accord avec le manager, bien entendu. Et puis, 2 ans après, on a refait une enquête d'engagement, comme on le fait habituellement. Et à ma grande surprise, nous avons eu des commentaires de collaborateurs qui nous disaient « Moi, finalement, la journée fixe par semaine, ça ne m'intéresse pas. En revanche, ce qui m'intéresserait, ce serait du télétravail occasionnel pour me concentrer sur un dossier de fond, pour la livraison Ikea, pour la garde d'enfants sur laquelle je suis en difficulté. » Et donc, on a décidé de rajouter un dispositif alternatif à la journée fixe, en proposant 10 journées de télétravail occasionnel pour ceux qui le souhaitaient, qu'on pouvait décider la veille pour le lendemain entre le manager et le collaborateur. Et cette mesure, en fait, d'une part, a été couronnée de succès, à la fois la journée fixe, mais aussi les journées occasionnelles, et surtout ont permis de montrer que ce qui était intéressant, c'était de répondre aux différentes attentes des collaborateurs, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, évidemment, de l'un à l'autre. D'accord. Voilà. Alors, quand vous évoquez cette initiative et action, vous parlez de 2016, on est bien avant la démocratisation en France, en tout cas du télétravail. Qu'est-ce qui vous a amené à ce moment-là à vous dire que ça pouvait être une action qui pouvait développer l'engagement et la motivation des collaborateurs ? Tout simplement parce que justement l'enquête d'engagement est faite pour trouver des idées ou des suggestions d'amélioration sur ce qu'on peut faire d'un point de vue RH dans l'organisation. Et il suffit juste d'écouter les collaborateurs et de mettre en place les initiatives qu'ils proposent. Et le télétravail est une très bonne illustration, puisqu'effectivement, c'est venu des collaborateurs, et c'est revenu des collaborateurs 2 ans après sous une autre forme. Et donc, finalement, les différents dispositifs sont issus des initiatives suggérées par les collaborateurs. Donc, c'est une façon aussi de donner la parole aux collaborateurs, de tenir compte de ce qu'ils nous proposent et de mettre en place quelque chose qui répond réellement à leurs attentes, plutôt que de faire du top-down et d'imaginer des solutions universelles pour l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Et là, quand vous avez proposé en 2016, quand cette idée émerge des enquêtes d'opinion ou l'écoute de vos collaborateurs, comment est-ce que vous avez concrètement mis en place, sachant que je crois, il me semble que vous avez des sites de production également, des fonctions au siège, donc comment ça s'est organisé ? Alors, on l'a fait évidemment pour toutes les positions télétravail, donc bien entendu sur les sites industriels, ce n'était pas le cas. Donc on a essayé justement de tenir compte de l'équilibre entre les populations qui pouvaient télétravailler et celles qui ne le pouvaient pas, notamment au travers de l'indemnité de télétravail qu'on n'a pas voulu revaloriser par exemple au fil des ans pour ne pas creuser un écart supplémentaire entre les populations qui pouvaient télétravailler et les autres. Voilà. Donc après c'est aussi une question d'équilibre dans les organisations pour avoir une forme d'équité entre des populations qui n'ont pas accès au même dispositif. Quand vous parlez d'indemnité de télétravail, vous parlez de l'indemnité qui vise à ce que les collaborateurs puissent s'équiper matériellement. D'accord. Tout à fait, Donc, vous mettez en place en 2016 cette organisation. Et comment ça s'est... Quels freins les collaborateurs ont pu exprimer, ou peut-être d'autres personnes, la direction ? Alors, vous pouvez nous parler de celles que vous avez rencontrées ? Bien sûr. Alors, comme souvent dans les organisations, et notamment à cette époque-là, un certain nombre de managers étaient un peu
un peu réticents et un peu sceptiques sur le télétravail, sur le fait que les collaborateurs travaillent réellement en étant en télétravail. Donc on a eu ce frein, bien entendu, mais qui a été assez rapidement levé, puisqu'en fait, une des conditions qu'on avait fixées pour le télétravail, je parle notamment du télétravail fixe, c'était que le niveau de performance soit le même en étant chez soi qu'en étant au bureau. Donc c'était vraiment le contrat de confiance entre le collaborateur et le manager. Et puis après, évidemment, la pandémie est venue modifier toutes les perceptions, puisque les managers aussi, tous autant qu'ils étaient, ont fait du télétravail. Ils ont pris goût et j'ai rencontré un certain nombre de managers qui étaient plutôt contre le télétravail et qui ont fini par dire finalement c'est pas mal et je vais continuer à en faire. D'accord. Voilà. Et donc là, cette mise en œuvre, enfin cette action, quel résultat, quel impact vous en avez tiré d'un point de vue de l'engagement et de la motivation ? Mais l'engagement, en fait, c'est mettre les collaborateurs dans les meilleures conditions de succès pour assurer la performance de l'organisation. Donc ça veut dire que les gens viennent au bureau avec plaisir, puisqu'en fait, ils trouvent justement des dispositifs qui leur permettent d'être à l'aise et de répondre à leurs attentes diverses et variées. Le télétravail est juste une illustration parce que, effectivement, l'origine du sujet, c'était les transports, le temps passé à se déplacer, etc. Mais on peut prendre plein d'autres exemples dans lesquels les collaborateurs trouvent finalement une réponse à des attentes ou à des besoins particuliers. Et moi, ma grande théorie, c'est justement la théorie des briques, c'est de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de répondre aux attentes des uns et ou des autres. Et à la fin de la journée, chaque collaborateur trouvera satisfaction dans les dispositifs mis en place par l'organisation. Et ça l'encouragera d'une part à s'engager, bien entendu, et à rester dans l'organisation, voire à nous rejoindre pour ceux qui n'en font pas encore partie. Oui, donc ce que vous évoquez au travers de cette thématique de briques, c'est la motivation et l'engagement, ça ne peut pas répondre de la même manière en fonction de la personne, de sa situation et de son... Non, et je prends souvent, pour revenir au télétravail et conclure sur le sujet, on a vu que certains étaient intéressés par une journée fixe par semaine, d'autres par du télétravail occasionnel, et puis une troisième catégorie n'est pas intéressée par le télétravail parce que ils habitent juste à côté du bureau, parce qu'ils aiment venir 5 jours par semaine, etc. Mais ils ont aussi dans le coin de leur tête le fait que l'entreprise leur permet de le faire, et le jour où ils en auront besoin, ils pourront en bénéficier. Et je pense que ça illustre un petit peu la palette de possibilités de réponse aux attentes des collaborateurs, qui ne sont pas forcément les mêmes en simultané. Et alors, vous avez le recul de 2016 à aujourd'hui. Comment est-ce que vous gérez ce sujet du télétravail ? C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, aujourd'hui, vous avez une idée du nombre de personnes concernées par le télétravail ? Oui, on a plus des 2/3 des collaborateurs qui font du télétravail de façon régulière. Alors, depuis la pandémie, on a modifié les règles, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée fixe par semaine, plus une journée flexible. On peut positionner quand on veut. Voilà, donc c'est ça le deal, entre guillemets. Et je pense qu'on a été... plutôt bien inspiré de faire 2 journées de télétravail, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, certaines entreprises qui sont allées beaucoup au-delà des 2 jours, qui ont fait 3, 4, voire 5 jours de télétravail, commencent à faire machine arrière et à revenir sur ces dispositions. Nous, on a préféré trouver un compromis à 2 jours qui nous permet justement de garder le lien social, de conserver le lien social des collaborateurs qui viennent au bureau 3 jours par semaine et qui nous semble indispensable justement pour partager les valeurs, pour partager un certain nombre de sujets, pour la créativité, pour l'innovation et pour plein de sujets. Et revenir justement sur les règles de télétravail, ça a été perçu comment par les collaborateurs qui avaient peut-être d'autres règles ou peut-être moins de règles par rapport à ce télétravail ? Là, vous évoquez 2 jours de télétravail maximum. En fait, on n'a pas eu de difficulté, d'autant plus que ces règles, les règles dont je vous parle, les 2 jours par semaine, sont issues d'un groupe de travail de collaborateurs sur nos 3 sites en France. Et donc, on leur a demandé justement de nous faire des recommandations. Et le COMEX a décidé de choisir parmi les recommandations celles qui nous paraissaient les plus appropriées. C'est comme ça qu'on est arrivé à 2 jours. Donc en fait, c'est une forme de consensus général où les gens, très naturellement, se sont dit oui, 2 jours c'est bien. Une journée fixe, une journée flexible. Alors, dans ce que vous évoquez depuis le début de notre échange, on sent la dimension de collaboration et de partage, en fait, de co-construction, finalement, des solutions qui sont proposées aux collaborateurs. Est-ce que pour vous, c'est un des éléments clés de l'engagement et de la motivation ? Bien sûr. Alors, j'ai aussi, de par mon expérience dans différentes organisations, pu voir certaines d'entre elles qui affichaient la volonté d'associer les collaborateurs, de faire la co-construction, etc., mais en fait qui n'en était pas. C'est une sorte de Canada Dry de co-construction ou de participation. Voilà. Et je pense que ce qui marche en réalité, c'est quand vous êtes vraiment raccord avec ce que vous annoncez. Donc si vous demandez l'avis des collaborateurs, il faut à un moment en tenir compte. Et typiquement, les enquêtes d'engagement, c'est ce qu'on voit dans plein d'organisations. Parfois, des groupes lancent des enquêtes d'engagement, ne font rien
de ce qui ressort des enquêtes d'engagement parce qu'elles ne sont pas satisfaites du résultat ou de ce que leur disent les collaborateurs et finalement, soit ne les reconduisent pas, soit ne tiennent pas compte des suggestions faites par les collaborateurs, ce qui fait que les collaborateurs, évidemment, ne sont pas naïfs et finissent par se désengager aussi, y compris des enquêtes d'engagement. Donc c'est, on va dire, c'est totalement contre-productif. Donc la recette, c'est vraiment de faire des enquêtes d'engagement, tenir compte des enseignements des collaborateurs et des suggestions, construire des plans d'action et puis faire une nouvelle mesure 2 ans après pour voir les progrès et justement rendre compte aussi aux collaborateurs de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait, parce qu'évidemment on n'est pas capable de tout faire, on est parfois en incapacité d'aller jusqu'au bout d'un projet ou d'une initiative pour des problèmes de moyens, de bande passante ou autre. Mais en tout cas, ça permet aux collaborateurs à un moment de se dire je suis dans une organisation qui me demande mon avis, qui en tient compte, et donc de ce fait, j'ai plutôt envie de participer. D'accord. Bon, c'est très intéressant de voir que, en tout cas, l'écoute est suivie d'un plan d'action concret. Comment est-ce que vous matérialisez ce plan d'action en termes de communication auprès des collaborateurs ? Alors, en général, on a des groupes de travail qui sont constitués sur les sites ou dans les pays. Et puis, donc, c'est au fil de l'eau. Et ensuite, on fait un récapitulatif, généralement, avant la prochaine enquête d'engagement pour dire, voilà tout ce qu'on a fait. D'accord. Vous nous aviez dit, vous nous aviez alerté sur telle ou telle problématique. Voici ce qu'on a fait. Et ça permet justement aux collaborateurs de se rendre compte que finalement, son avis est pris en compte par l'organisation. D'accord. Bon, très, très intéressant de, là aussi, voir que c'est extrêmement concret. Comment est-ce que on a beaucoup parlé des collaborateurs, cette fois, si on parle de la direction et des managers, voilà, là, vous évoquez une mesure qui peut changer et qui a changé aussi la manière de collaborer en entreprise entre les managers, la direction et les collaborateurs. Comment est-ce que vous les embarquez dans cette dynamique et dans ces actions qui, là, on le voit bien, sont très bénéfiques pour l'engagement et la motivation des collaborateurs ? Alors, il n'y a pas de plan spécifique. Ce que je dirais, en revanche, c'est qu'on est vraiment très tourné sur la culture et les valeurs du groupe qui sont partagées. On passe beaucoup de temps justement à partager cette culture, ces valeurs, pour qu'on soit tous alignés en fait sur un certain nombre de dispositions. Pour vous donner juste un exemple, parmi, je dirais, les comportements ou les valeurs qu'on attend d'un collaborateur, qu'il soit manager ou non, c'est de la bienveillance et de l'exigence. Voilà. Donc, et tout le monde connaît ces notions, tout le monde connaît ces comportements. Donc, on se doit en fait de respecter ces valeurs et ces comportements. Pour vous donner une illustration qui concerne à nouveau à la fois les managers et les non-managers, on a défini un certain nombre de valeurs que sont le temps, les terroirs, les hommes, tout ça pour faire des produits d'exception. Donc ça, ce sont les valeurs de Rémy Cointreau. Et on a décliné ça en comportement attendu de la part des collaborateurs, pour des managers ou des non-managers. Et on a également mis en place depuis 2017 l'obligation dans la fixation des objectifs annuels qualitatifs d'avoir un objectif de progrès sur un des comportements manager ou non-manager selon la catégorie à laquelle on appartient. Et donc le message, il est très clair, il est de dire, vous pouvez être le meilleur directeur financier, le meilleur chef de produit, peu importe, si vous n'incarnez pas, si vous ne véhiculez pas les valeurs du groupe et les comportements, il va manquer quelque chose. Et donc c'est vraiment une dimension pour nous essentielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut de la performance, bien entendu, puisque c'est l'objectif ultime d'une organisation, mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelle condition. Donc c'est une relation gagnant-gagnant, donnant-donnant. Et il y a cette notion d'engagement et de motivation, mais il y a des attentes aussi du groupe et de l'entreprise en termes de comportement observable. Exactement. C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui fait la singularité de Rémy Cointreau, puisqu'on est une entreprise familiale, de taille relativement modeste, puisqu'on est 2000 dans le monde, mais avec une culture et des valeurs extrêmement fortes, qui fait qu'effectivement, on est un petit peu singulier dans le paysage. Très bien, je vous remercie pour ces exemples concrets. Est-ce que lorsque l'on parle d'engagement et de motivation, vous pensez à une autre mesure qui a fonctionné ou non et qui, pour vous, contribuait à développer cette dimension de motivation et d'engagement ? Oui, alors je pourrais vous en citer un certain nombre effectivement qui vont dans ce sens, mais je pourrais citer notamment le bilan médical, le check-up médical qu'on a mis en place en 2019. Habituellement, les check-up médicaux sont réservés aux membres des comités de direction, des COMEX, etc. Et c'est une mesure qui est tout à fait remarquable puisque ça permet d'avoir des comités de direction totalement opérationnels et en bonne santé. Et en 2019, en fait, on a voulu justement transposer ce dispositif à l'ensemble des collaborateurs en France, c'est-à-dire aux 800 collaborateurs sur nos 3 sites français. Et comment vous avez eu l'idée de justement passer d'une mesure qui est normalement dédiée au comité de direction à l'ensemble des collaborateurs ? Simplement parce que justement, c'est cette mesure que je trouve très intéressante et très positive pour les comités de direction.
pourquoi ne pas en faire bénéficier le plus grand nombre, hein, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, dans nos valeurs, on a la notion d'homme. Qui dit homme, qui dit prendre soin des hommes. Qui dit prendre soin des hommes dit le care. Et dans le care, on peut justement intégrer cette notion de check-up médical qui permet aux collaborateurs d'être en bonne santé ou en meilleure santé le plus longtemps possible dans sa vie professionnelle et au-delà, bien entendu. Voilà, et donc c'est ça qu'on a voulu proposer aux collaborateurs. Sur la base du volontariat pour les moins de 45 ans tous les 2 ans, pour les plus de 45 ans tous les ans, donc avec des examens complémentaires pour les plus de 45 ans, et totalement pris en charge donc, par l'entreprise et couvert évidemment par le secret médical, puisqu'il est hors de question d'avoir quelque information que ce soit. Et ensuite, le collaborateur fait ce qu'il veut du rapport qui lui est remis à l'issue du bilan. Il peut aller voir son médecin pour prendre des mesures particulières sur des pathologies qui auraient pu être diagnostiquées au travers de ce bilan. Voilà. Et donc c'est une mesure, encore une fois, qui est sur la base du volontariat, donc il n'y a aucune obligation, il n'y a absolument pas d'intrusion de la part de l'organisation. Le collaborateur en fait ce qu'il veut, quand il veut, et en tout cas, c'est une façon de prendre soin de nos collaborateurs. Voilà. Alors, je me pose une question, c'est l'accueil d'une telle proposition, qui est, comme vous l'avez évoqué, sur volontariat et voilà, donc au bon vouloir du collaborateur. Quelles ont été les réactions lorsque vous avez présenté ce service ? Globalement, elles ont été très très positives, parce que les gens ne s'attendaient absolument pas à ce type de dispositif qui est très très peu répandu dans les organisations, au-delà de ce que je vous décrivais sur les comités de direction. Donc très positif. On a eu un démarrage assez spectaculaire, puisqu'au bout de 9 mois, on avait déjà 150 personnes qui avaient fait le bilan sur les 800 éligibles sur le territoire national. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de succès, et on le voit chaque année, hein, puisque ça date de 2019 maintenant, donc on a un petit peu de recul, et ça intéresse énormément les gens qui évidemment trouvent intérêt à faire ce bilan, pour lequel qu'ils ne prendraient pas le temps de faire peut-être autrement, comme souvent, pris dans la tourmente professionnelle et autres. Voilà. Et donc, du coup, ça donne vraiment un intérêt à la mesure, et c'est aussi pour ça qu'on l'a pérennisé. Oui. Alors, lorsque vous évoquez cette action tout à fait originale au sens large de l'entreprise et proposée à tous les collaborateurs, on revient à quelque chose qui est prendre soin des collaborateurs. C'est-à-dire que dans les sujets que vous évoquez, il y a cette notion de télétravail, donc le confort de vie aussi, ce bilan que vous proposez, ce check-up, mais aussi cette dimension pour les liée à l'entreprise et aux besoins de l'entreprise en lien avec les valeurs. Comment est-ce que vous arrivez à équilibrer, justement, lorsque vous allez chercher l'engagement et la motivation des collaborateurs, les attentes d'une entreprise en termes de performance, et aussi cette notion de bien-être, voilà. Je pense que c'est juste du bon sens. C'est-à-dire que quand vous regardez autour de vous les organisations qui fonctionnent et qui performent sur la durée, ce sont toutes des entreprises qui prennent soin de leurs collaborateurs. Donc je pourrais vous citer des Danone, des Pernod Ricard ou plein d'autres entreprises qui ont justement dans leur ADN cette volonté de prendre soin des collaborateurs au service d'une performance durable. Quand je dis durable, c'est sur la durée vraiment, et toutes les études montrent que les entreprises dans lesquelles il fait bon vivre ont des performances qui sont supérieures à celles dans lesquelles on est plutôt dans le management par la pression, par un certain nombre de dispositions, en tout cas où on prend beaucoup moins soin des collaborateurs. Voilà. Donc après, c'est une croyance personnelle, mais qui est quand même partagée évidemment, heureusement, par les actionnaires et par les dirigeants de l'entreprise dans laquelle je travaille, chez Rémy Cointreau, mais qu'on voit aussi dans d'autres organisations, et ça marche. Voilà. Et donc la bonne nouvelle, c'est que ça marche. La bonne nouvelle, c'est que ça fait pas de mal d'essayer, et que si on essaie, en général, on a plutôt les clés du succès. Voilà. Alors là, vous évoquez des démarches qui nécessitent un investissement d'un point de vue de la mise en œuvre, mais aussi un investissement financier. Comment est-ce que vous pilotez cette partie-là en tant que DRH pour convaincre, même si j'entends que ça fait partie des valeurs de l'organisation ? En fait, tout projet doit être évidemment justifié par son intérêt, son retour sur investissement, etc. Donc après, ce sont des arbitrages à faire entre différentes lignes budgétaires. Et puis après, juste un autre point, parce que moi, ça me tient à cœur, c'est que on dit souvent que les initiatives RH sont coûteuses, et que c'est souvent une raison pour lesquelles on ne les met pas en œuvre, ou que des directions générales considèrent que c'est trop cher, etc. Mais il y a aussi beaucoup de dispositions qui ne coûtent rien. Et le meilleur exemple, c'est ce que nous avons fait donc en 2022, c'est la suppression de la période d'essai sur tous nos contrats, qui ne coûte rien. Il n'y a pas d'éléments budgétaires à la clé, puisque c'est simplement un changement de fonctionnement où
on supprime une période d'essai qui ne coûtait rien avant, bien entendu, mais qui ne coûte rien demain non plus. Donc on peut mettre en place un certain nombre de dispositions qui améliorent la situation au sein de l'organisation. En tout cas, si on prend l'exemple de la période d'essai, qui permettent une attractivité supplémentaire et un engagement supplémentaire de la part des personnes qu'on recrute, à coût zéro. Voilà. À coût zéro, si tout se passe bien ? À coût zéro, si tout se passe bien. Mais en fait, c'est ça le paradoxe de. Si on peut échanger sur la période d'essai, c'est que statistiquement, très très peu de périodes d'essai conduisent à une rupture en cours de route ou un renouvellement. C'est vraiment epsilonesque. Donc en fait, c'est non significatif. Ce qui fait qu'on met en place une période d'essai, finalement, pour rien, entre guillemets. Sauf pour se rajouter une contrainte administrative, parce qu'il ne faut pas rater le coche pour demander au manager si on renouvelle, etc., etc. Mais en fait, ça n'a pas d'intérêt particulier. En revanche, supprimer la période d'essai, ça ne coûte pas plus cher. Ça libère justement du travail administratif. Ça libère surtout psychologiquement le candidat qui peut obtenir un prêt auprès de son banquier parce qu'il n'est pas en période d'essai. Ça peut permettre d'aller chasser un collaborateur dans un groupe dans lequel il est depuis 15 ou 20 ans, mais qui est un petit peu réticent à l'idée de rejoindre un groupe dans lequel il aurait une période d'essai et dont il pourrait faire les frais en cours de route et se retrouver en ayant perdu ses 20 ans d'ancienneté et sur le marché du travail. Donc en fait, il y a plein de vertus. Il y a plein de vertus et tout ça pour rien. Donc pourquoi ne pas mettre en place ce type de dispositif qui finalement fonctionne très bien ? Nous, on l'a mis en place depuis 2021 ou 2022. Ça marche très bien. Il y a très peu d'échecs et donc on a décidé de pérenniser également cette mesure. D'accord, donc les bénéfices-risques, la balance est très largement côté bénéfices. Très largement. Et encore une fois, l'engagement du collaborateur que vous recrutez ou du candidat que vous recrutez sans période d'essai, évidemment, il est multiplié par X. Alors, c'est une mesure tout à fait originale et qui changerait énormément de choses si elle était appliquée par toutes les entreprises, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie du cadre classique de recrutement et des liens entre une entreprise et un collaborateur. Là, quand vous arrivez avec une idée comme celle-ci, comment réagissent les managers, l'entreprise ? Alors, d'abord, l'entreprise... Vous parliez tout à l'heure des projets, comment est-ce qu'une direction se décide. En fait, la décision, elle a été actée quasiment en 10 minutes. D'accord. À la fois avec les actionnaires et le directeur général, convaincus par le bien fondé ou l'intérêt de la mesure. Voilà. D'autant plus qu'on avait décidé de faire une phase expérimentale plutôt discrètement dans un premier temps pour voir ce que ça donnait, de n'informer que les managers concernés par des recrutements en cours sur la première année, et les RH, bien entendu, et avec un message qui était très clair, qui était de dire aussi, l'intérêt de la mesure, c'est que ça relève le niveau d'exigence des recrutements. Là où avant, un opérationnel pouvait recruter une personne et se dire, bon, si ça ne fait pas l'affaire, on mettra fin à la période d'essai et on recrutera quelqu'un d'autre, en fait, c'est plus possible. Et donc, du coup, ça relève le niveau d'exigence et surtout de coordination entre le RH et l'opérationnel pour être sûr du choix du candidat final, du choix du candidat ou de la candidate finale. Et donc, c'est plutôt intéressant puisque ça renforce la coopération entre les RH et les opérationnels, ça relève le niveau d'exigence, et donc, du coup, théoriquement, on a des recrutements de meilleure qualité à l'arrivée. Donc, ça a changé la façon de travailler au niveau du recrutement entre les RH et les opérationnels. Et donc, on a fait ça pendant un an, un peu en masqué, de façon discrète, comme je vous le disais, en informant uniquement les managers concernés. Puis ensuite, on a communiqué de façon un petit peu plus large. Puis l'information, évidemment, s'est répandue, notamment à l'extérieur de l'entreprise. Mais voilà. Mais en tout cas, on n'a pas vu de problème particulier. Et aujourd'hui, ça fait partie vraiment du fonctionnement normal de l'organisation. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment réagissent les candidats lorsque vous leur évoquez ce point ? Alors, ils sont surpris. Alors, ils le sont un petit peu moins maintenant parce qu'ils sont plus ou moins au courant, s'ils se renseignent avant leur entretien, si tout se passe bien, des pratiques Rémy Cointreau. Mais c'est vrai que sur la première année, les gens étaient extrêmement surpris. Et puis, on avait aussi imaginé toutes les questions que pourrait poser un candidat. Et moi, j'avais notamment imaginé la réponse à une question qui, pour l'instant, n'a jamais été posée, mais qui pourrait advenir, qui serait la question d'un candidat à qui on dirait on vous recrute sans période d'essai, qui nous dirait « Oui, mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr, je voudrais une période d'essai parce que je veux bien m'engager, mais avec une période d'essai par sécurité. » Et en fait, la réponse, encore une fois, qu'on n'a jamais apportée, puisque la question n'a jamais été posée, mais qui serait celle-ci, serait de dire, mais écoutez, si vous n'avez pas confiance dans l'entreprise, comme nous on a confiance en vous, ne venez pas chez nous. Voilà. D'accord, donc c'est une réponse très claire. Oui, c'est une réponse très claire. Donc il faut que le niveau de confiance soit le même soit le même entre le candidat et l'entreprise, sinon on part sur des bases qui sont un petit peu biaisées. Voilà.
Bon, écoutez, c'est là encore une expérimentation très concrète. Je vous remercie pour ces exemples. Ce qui ressort finalement de ce que vous évoquez, c'est que vous passez à l'action. Il faut passer à l'action parce que sinon, ça reste très théorique et les collaborateurs finissent par se dire il ne se passe rien. Et ce qu'on a proposé, suggéré, n'est pas suivi de mise en application. Donc forcément, ça perd de son intérêt et ça ne fait pas d'engagement supplémentaire de la part des collaborateurs, c'est sûr. Et dans ces passages à l'action, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ou vous feriez différemment aujourd'hui avec le recul ? Oui, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Alors moi c'est aussi, ça fait partie de mes convictions, c'est que je vous parlais tout à l'heure des briques. Il faut mettre, entre guillemets, le plus de briques possible ou les plus diverses possibles, les plus complémentaires les unes aux autres. Et donc il faut essayer des choses. Certaines marchent, certaines ne marchent pas. Celles qui marchent, il faut les conserver. Celles qui ne marchent pas, il ne faut pas s'acharner. Donc il faut arrêter. Donc oui, bien sûr, on a eu des échecs sur un certain nombre de dispositifs et je pense notamment à un dispositif qui était une sorte de plateforme pour accompagner nos collaborateurs sur tous les événements de leur vie personnelle, que ce soit les souhaits d'orientation d'un enfant, que ce soit la maladie d'un parent ou autre. Et donc, on avait mis en place une plateforme qui permettait de les aider d'un point de vue information ou dispositif existant. On a lancé cette plateforme, ça n'a pas fonctionné. Oui. On ne s'est pas acharné. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, on a décidé d'arrêter et de faire autre chose. Et c'est pas grave. Donc, ça répondait pas clairement aux attentes des collaborateurs. On n'a pas voulu s'acharner et le faire fonctionner pendant 10 ans. Voilà. Merci beaucoup Marc-Henri Bernard pour ces exemples concrets. Dans les exemples que vous citez, c'est vrai qu'on a tendance dans les organisations, comme je peux le voir au travers de mon métier, à cibler des opérations, des actions en lien directement avec le métier, la conduite du métier. Je vois que vous n'hésitez pas à aller vraiment dans la dimension de vie du collaborateur. Ça, c'est une démarche tout à fait intéressante, qui est la démarche de proposer des services, des solutions pour que le collaborateur se sente le plus à l'aise possible dans la vie en général et pas uniquement dans la vie professionnelle. Oui, tout à fait. Enfin, je rajouterais quand même que c'est pas que ça. C'est-à-dire que on a aussi une gestion des talents qui est assez différenciée chez Rémy Cointreau, dans le sens où souvent dans les organisations, les talents suivent une population assez limitée, le COMEX, les N-1 du COMEX, voire les N-2, des populations de haut potentiel et autres. Donc ce sont des populations en général assez réduites, assez limitées en nombre, donc plutôt élitistes. Et en fait, on a fait le choix inverse de suivre entre 500 et 600 postes clés dans l'organisation sur 2000, puisqu'on est 2000 dans le monde, donc ce qui est considérable. Et donc ça veut dire que quasiment à tout moment, on sait où en sont les titulaires de ces 500 ou 600 postes clés. Et ça nous permet justement d'organiser des mobilités nationales ou internationales beaucoup plus facilement, puisque à tout moment, on sait dire que telle personne qui est directeur commercial depuis 3 ans commence à tourner en rond et serait tout à fait intéressé à partir en Asie sur un autre type de job. Voilà, donc ça permet de faire des rapprochements assez rapides et ça fonctionne très bien. Malgré la taille de l'organisation qui est réduite, encore une fois, on est 2000, donc on n'est pas la World Company, mais dès qu'on peut faire de la mobilité interne, on le fait, et ça permet justement de le faire de façon beaucoup plus efficiente. Voilà. Donc c'est aussi un des intérêts que trouvent les collaborateurs à cette organisation, c'est que malgré la taille plutôt réduite de l'organisation, on a une capacité à faire de la mobilité et à permettre aux collaborateurs de passer toute une vie chez Rémy Cointreau en faisant plein de choses. Et l'une des solutions que vous avez trouvées, c'est d'élargir finalement ce qu'on peut retrouver dans certaines organisations qui est dédié à un pourcentage relativement restreint, là de vraiment l'élargir à une population plus large. Exactement. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi très bien. Donc, merci pour cet ajout et cette précision concernant l'accompagnement des talents sur ce sujet de la motivation et de l'engagement. Je l'ai précisé en introduction, ce podcast est possible grâce au soutien de Cégide, qui est spécialiste des solutions cloud pour la gestion des ressources humaines. Je vous propose donc d'ouvrir le micro à Nicolas Maritan, qui est expert du sujet chez Cégide et qui a une question pour vous, Marc-Henri. On l'écoute. Bonjour Marc-Henri, que vous a apporté votre carrière d'ancien joueur international de handball dans votre parcours professionnel et plus particulièrement dans votre rôle de DRH aujourd'hui ? Vaste question. Alors en fait, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, ce que ça m'a apporté, c'est d'abord d'avoir été fabriqué au travers des valeurs du sport et de les retrouver, en tout cas de pouvoir les retrouver assez aisément dans le milieu de l'entreprise et dans ma fonction de DRH. Donc tout ce qui tourne autour du collectif d'abord, parce que moi j'ai fait un sport collectif, le handball c'est un sport collectif par définition, dans lequel vous n'êtes rien sans les autres, quel que soit votre niveau, évidemment. Tout ce qui tourne autour de la performance, donc il y a forcément le goût du challenge
et le souhait de réaliser un certain nombre d'objectifs. Toute la partie résilience, puisqu'on fait... les sportifs de haut niveau, évidemment, traversent des phases positives et négatives, des blessures, des remises en question, du doute permanent. Donc la résilience, évidemment, fait partie des atouts d'un sportif de haut niveau qu'on peut retrouver en entreprise. Et puis, je dirais, plus globalement, tout ce qui est justement coopération, puisqu'encore une fois, on est au service d'un collectif et on le retrouve à l'identique dans une entreprise, puisque vous n'êtes rien sans les autres, quelles que soient vos qualités, vos capacités, votre position. Et donc, c'est tout l'intérêt, justement, de faire travailler l'ensemble des participants, des parties prenantes, donc que ce soit dans le milieu sportif ou dans le milieu de l'entreprise. Et puis, dernier point, c'est, je pense aussi une curiosité assez forte, puisque quand vous êtes sportif de haut niveau, vous êtes obligé de regarder les autres, vous êtes obligé de regarder les autres disciplines pour vous inspirer, pour vous améliorer. Et c'est exactement la même chose dans l'entreprise. Vous êtes dans l'obligation d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de vous inspirer des bonnes pratiques plutôt que de réinventer la roue. On voit très clairement dans ce que vous évoquez de votre carrière de sportif de haut niveau, le lien avec la première partie de notre échange, où effectivement la collaboration, l'entraide, la résilience, on retrouve effectivement des liens très nets. Que vous évoque plus globalement finalement cette thématique d'engagement et de motivation des collaborateurs ? Ce que ça m'évoque, c'est que c'est un processus permanent. Donc, vous ne pouvez pas vous dire à un moment, j'ai réussi à engager les collaborateurs et j'arrête et je fais autre chose. En fait, c'est permanent. Donc, vous êtes dans l'obligation d'être en permanence à l'écoute des collaborateurs et en permanence source de propositions pour améliorer justement l'engagement des collaborateurs. Et ça peut prendre plein de formes. Donc c'est la reconnaissance évidemment monétaire, non monétaire, la qualité de vie au travail, l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Donc ça passe par plein de dimensions. Et encore une fois, c'est pour ça que moi j'aime bien cette notion de briques. C'est plus vous mettez des briques et plus vous avez de chances que les collaborateurs y trouvent leur compte. Donc, mais les briques, il faut continuer à alimenter, je dirais, l'architecture globale pour continuer à construire un certain nombre de dispositifs qui répondront aux attentes des collaborateurs, parce qu'en plus les attentes des collaborateurs évoluent. On a aussi le sujet des générations qui arrivent et dont les attentes ne sont pas exactement les mêmes que celles des précédentes. Voilà, il y a tout ce qui tourne autour de l'intergénérationnel. Donc il y a plein de sujets qui sont passionnants et dans lesquels les ressources humaines ont probablement beaucoup de choses à apporter. Oui, on le sait que l'engagement et la motivation est très individuel et très personnel, et que d'une personne à une autre, les leviers ne sont pas forcément les mêmes. Et on entend au travers de votre retour d'expérience que finalement, plus on propose d'actions différentes et plus on peut effectivement répondre à un certain nombre de situations et de besoins. Oui, c'est exactement ça. Alors, j'ai une question par rapport, vous venez d'évoquer les nouvelles générations, l'intergénérationnel. Vous, depuis que vous avez démarré votre carrière dans la fonction RH, quelles sont les évolutions et changements majeurs que vous observez sur cette thématique de l'engagement et de la motivation ? Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Alors moi, je fais partie de ceux qui ne partagent pas, je dirais, la culture ambiante sur l'intergénérationnel, les nouvelles générations, les attentes des nouvelles générations, parce qu'en fait, elles sont différentes, mais pas tant que ça. D'accord ? Oui. Si on prend juste l'intergénérationnel, en fait, ça fait 2000 ans qu'on fait de l'intergénérationnel. D'accord ? Alors, aujourd'hui, il se trouve qu'on peut avoir 4 générations qui cohabitent. Avant, c'était plutôt 3. Maintenant, c'est plutôt 4 compte tenu de l'allongement de la durée de vie. Mais ça reste toujours la même situation de cohabitation de différentes générations. Alors après, les attentes des nouvelles générations, effectivement, sont un peu différentes, puisque, en général, ils sont un peu plus impatients, peut-être moins attachés à la hiérarchie, plus intéressés à apprendre et à se développer. Mais globalement, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qui se passait avant. En tout cas, je ne trouve pas que ce soit des changements majeurs. Voilà, c'est ça pour le formuler comme ceci. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas tenir compte justement de ces attentes. Au contraire, je pense notamment aux attentes sur les salaires, par exemple. Les composantes de rémunération attendues par les jeunes collaborateurs ne sont pas les mêmes que les générations plus anciennes, etc. Et après, je pense qu'aussi, un des rôles de l'entreprise, c'est de faire de la pédagogie sur certains sujets. Je vais prendre juste un exemple. Sur la retraite. En 2016, chez Rémy Cointreau, on a mis en place un PERCO, donc un plan d'épargne retraite collectif.
Donc c'est une initiative de l'entreprise, c'était pas du tout à la demande des partenaires sociaux, mais on a souhaité le faire par pédagogie pour expliquer aux jeunes générations que si elles ne commençaient pas à constituer une épargne en vue de leur retraite dans 30 ou 40 ans, elles risquaient d'avoir un gros problème compte tenu de l'évolution de la législation sur les retraites, qu'on avait déjà connue à l'époque. Voilà. Donc c'était juste mettre à disposition un dispositif dans lequel les collaborateurs pouvaient investir, pas forcément des sommes énormes, mais en tout cas commencer à se constituer un capital en vue des 30 ou 40 prochaines années. Voilà. Et la difficulté, c'est justement d'expliquer aux jeunes générations ce type de sujet, parce qu'elles ne sont pas forcément très sensibles à ça, compte tenu du fait que ce sera dans 40 ans. Oui. Mais ça fait partie, je pense, de la responsabilité d'une entreprise de faire cet effort de pédagogie et de mettre en place des dispositifs qui permettent aux collaborateurs, aux jeunes collaborateurs notamment, mais pas que, bien sûr, de commencer à se constituer une épargne. Voilà. Donc, finalement, l'être humain n'a pas fondamentalement changé, mais peut-être son rapport au monde, et notamment au monde professionnel. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Si vous deviez partager une conviction ou un conseil à un RH ou un professionnel de la fonction RH, quel serait-il ? Écoutez les collaborateurs, écouter les managers, tenir compte de ce qu'ils ont à dire, puisqu'en fait, c'est eux qui sont, sur le terrain et au contact de la réalité et qui peuvent faire remonter les bonnes idées. Voilà. Et l'autre, c'est pas un conseil parce que je n'ai pas vocation à donner de conseils, mais je pense qu'il faut à la fois écouter les collaborateurs et les managers et à la fois apporter sa pierre à l'édifice en proposant des dispositifs ou des outils ou des briques qui peuvent améliorer la situation. Et donc, je pense que l'un plus l'autre peuvent faire une bonne combinaison. Voilà. Merci. Comment vous identifiez la partie justement que vous proposez et qui ne vient pas nécessairement des collaborateurs et des enquêtes d'opinion que vous faites ? Non, je n'identifie pas. C'est juste des idées qu'on met en place ou des outils qu'on met en place. Et puis après, on regarde si ça marche ou si ça ne marche pas. Hein. Voilà. Mais c'est souvent plus de l'intuition ou de la réponse à une problématique identifiée qui conduit à mettre en place quelque chose et à vérifier si ça marche. Voilà. Donc vous êtes un DRH qui crée aussi ses convictions par intuition par rapport à ce qui se passe dans le monde autour de lui. Oui, mais je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'un DRH qui reste dans sa tour d'ivoire et dans son entreprise, malheureusement, va assez rapidement tourner en rond. Alors, je peux me tromper, mais je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher les bonnes idées, les bonnes pratiques ailleurs, s'en inspirer et ensuite les mettre en place dans sa propre organisation en fonction du timing et de la situation rencontrée. Voilà. Marc-Henri Bernard, je vous remercie pour cet échange qui, je n'en doute pas, contribuera à apporter aux auditeurs des pistes de réflexion et des idées pour les aider à élever le potentiel humain dans les entreprises. Merci Namia. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode et merci à Cégide de soutenir la production de ce podcast. Pour suivre les actualités Cégide liées aux thématiques RH, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif. Si cet épisode vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, un commentaire ou même à le partager. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Topo RH. À bientôt!